Eh oui, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Cette semaine, on reçoit sur Top Pot un entrepreneur québécois qui pourrait travailler dans plusieurs industries différentes. On est chanceux, heureusement. Il a choisi le cannabis. Bonjour, mon nom est Maxime Paris, je suis le président de EXCA. Monsieur Maxime Paris est donc le fondateur et PDG d'EXCA, une entreprise spécialisée dans la génétique et l'extraction du cannabis. La vision d'EXCA est à la fois simple et complexe. Devenir le standard de référence dans le domaine de la génétique et de l'extraction du cannabis. Alors, Maxime Paris, comment se retrouve-t-on à la tête d'une entreprise dans l'industrie du cannabis? On se retrouve à la tête d'une entreprise dans le cannabis un peu par chance, j'imagine, puisque le marché n'était pas légal il y a quelques années. J'ai toujours eu un penchant pour l'agriculture, les plantes, et j'ai fait le début de ma carrière en biotechnologie agricole. J'ai fait un baccalauréat en botanique à l'université McGill dans les années 90 et j'ai commencé à étudier la génétique des plantes. J'ai commencé à travailler dans des laboratoires où on faisait de la cartographie génétique. On se penchait sur des questions de rendement, de qualité dans les céréales. Et ce que je parle ici du blé, de l'avoine, de l'orge. Et puis, je me suis dirigé vers un centre de biotechnologie agricole en Australie où j'ai passé 5 ans. J'ai obtenu un doctorat en génétique moléculaire des plantes en travaillant sur ce qu'on appelle la sélection assistée de marqueurs moléculaires. C'était le sujet de ma thèse. Donc, c'est pas du génie génétique, mais c'est de l'accélération de la sélection en utilisant des outils modernes pour développer des variétés supérieures, soit en qualité ou encore pour avoir des meilleurs rendements. Et puis un autre sujet vraiment important dans ce secteur-là, c'est la résistance aux maladies. Donc j'ai été quand même exposé à plusieurs sujets de l'amélioration génétique des plantes, de ce qu'on parle de la grande culture. Et suite à ça, je suis revenu à Montréal après 5 ans en Australie, où j'ai obtenu une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal. Et puis, j'ai eu une opportunité hyper intéressante de travailler comme analyste du secteur de la santé, pharmaceutique, biotechnologie pour une banque d'investissement qui s'appelait à l'époque CIBC, Marchés mondiaux. Ça a été rebaptisé depuis, mais c'est la banque CIBC où j'ai passé 10 ans à faire plein de choses hyper intéressantes. Suite à ces 10 ans, j'ai été embauché comme consultant d'une grande compagnie pharmaceutique pour regarder l'opportunité du cannabis, qui n'était pas encore légal. C'était en fait une opportunité, une analyse d'un secteur en devenir lorsque le gouvernement Trudeau avait annoncé son intention de légaliser le cannabis à des fins récréatives. Mais déjà au Canada, il y avait une distribution de cannabis à des fins médicales ou thérapeutiques depuis 2001. Donc, c'était un petit marché, mais ce qu'on envisageait à l'époque, c'était un marché médical qui allait être, qui allait perdre sa stigmatisation suite à la légalisation du marché récréatif. Et lors de cette année, ça c'était en 2017, j'ai eu l'opportunité de rencontrer les plus grandes compagnies du secteur de l'époque. Et j'ai vu qu'il y avait une opportunité en génétique de la plante qui était pas hyper bien connue. Il y avait déjà beaucoup d'avancées, mais peu structurées. Donc, j'ai commencé à rédiger un plan d'affaires et puis on a fondé cette compagnie-là qui s'appelle EXCA au début de l'année 2018 officiellement. Et puis, là, on a peaufiné le plan d'affaires assez rapidement et trouvé des capitaux pour lancer la société début 2018.
puis, ben, c'est comme ça que je me suis retrouvé, en fait, un concours de circonstances, j'imagine, à la tête d'une société dans le secteur du cannabis. Et le nom de l'entreprise EXKA, E-X-K-A. Moi, j'ai pensé immédiatement à Excalibur, l'épée magique légendaire du roi Arthur. Ah, j'avais pas pensé à Excalibur, mais au départ, c'était extraction et cannabis. Et puis, EXCA, donc extraction et cannabis, EXCA, ça fonctionnait pas parce que ça, c'est le Extreme Cowboy Association qui a environ 2 millions de followers aux États-Unis. Il y a des gens qui font du rodéo. Donc, on pouvait pas prendre EXCA. Et donc, c'est EXKA, deux consonnes quand même dures. Et puis, ça veut aussi dire l'excellence, le K pour knowledge, donc la connaissance, et puis le A pour l'adaptabilité. Et puis, je pense que ces trois valeurs de notre entreprise, l'excellence, la connaissance, l'adaptabilité. Et puis, pour performer dans cette industrie, il faut être excellent, il faut avoir ou accumuler beaucoup de connaissances. Et puis, être adaptable, parce que le marché il change hyper rapidement. On voit, il y a beaucoup de joueurs, il faut les connaître puis s'adapter aux besoins de l'industrie. La vie d'un producteur autorisé et de son entreprise est une aventure, une odyssée, comme celle du roi Arthur. À chaque jour, de nouvelles difficultés vont venir s'empiler sur celles de la veille. Les producteurs autorisés, les PA, ont des histoires incroyables à raconter, car ils évoluent dans des conditions très adverses. Le législateur québécois n'aime pas cette industrie. Les banques n'aiment pas cette industrie, les assureurs n'aiment pas cette industrie. Je pourrais ainsi continuer longtemps. Alors, Maxime Parry, quelle est la genèse de votre odyssée à la tête de EXKA? Très bonne question. Donc, évidemment, 2020, tout à l'heure, je parlais de la fondation d'entreprise 2018. Ça a quand même pris 2 ans de se rendre là. Je crois qu'il y a entre l'application pour le permis et l'obtention, ça a pris 22 mois, ce qui semble une éternité. Mais bon, et puis les requis ont changé beaucoup avec Santé Canada, mais bon, si on regarde le 28 février 2020, on a obtenu notre permis de culture et de transformation. Là, ça nous a permis d'introduire du cannabis dans notre laboratoire de micro-propagation. Donc, on a un laboratoire où on fait la culture de tissus in vitro. Et puis, là, on a commencé à accumuler des variétés à ce moment-là pour en faire la multiplication. Suite à l'obtention de cette licence-là, on a construit, en fait, fini la construction d'un laboratoire d'extraction où on peut faire quand même pas mal de biomasse. Là, on parle de 2 tonnes par mois environ d'intrants de biomasse qu'on peut transformer en huile, en distillat, en fait, de cannabis en produits concentrés. Et on a également obtenu une licence analytique qui nous permet de faire des analyses quantitatives des cannabinoïdes, des terpènes. C'est pas un service qu'on offre à l'externe, mais on a le permis pour le faire. Et puis, on a également obtenu une licence de recherche pour entreprendre... en fait, on a plusieurs projets de recherche en cours avec l'Université McGill, entre autres. Et bon, donc, depuis l'obtention du permis, on a réussi à vraiment faire fonctionner nos 2 unités d'affaires qui sont la génétique et le côté qu'on appelle pharma, qui est les produits extraits, les concentrés de cannabis. C'est... Pour regarder là, les deux unités d'affaires, la première en génétique a quand même décollé un peu plus tôt. Là, on avait déjà les plantes, alors que les extraits, c'est beaucoup plus long. On a commencé à produire des plantes au printemps 2020. Il y a des plantes de chez EXKA qui ont été plantées à l'extérieur pour la culture extérieure de l'été 2020, avec des résultats intéressants. Et puis, on a commencé à en vendre aussi pour la culture intérieure à l'automne 2020. Puis, au début de l'année 2021, on a commencé à distribuer des plantes à probablement une trentaine de différents joueurs dans l'industrie sous forme de clones qui proviennent de la culture de tissus in vitro. Et bon, pour les extraits, eux, ils ont atteint le marché seulement en août 2021. Ça, c'était un peu plus long. Il fallait également obtenir une licence de vente auprès de Santé Canada, ce qui est un peu plus expéditif aujourd'hui, mais à l'époque, ça nous a demandé quand même beaucoup d'efforts, ainsi qu'un audit auprès de Santé Canada qui était
Ça s'est très bien passé, mais c'est quand même très demandant. Puis il faut suivre toutes les règles qui sont quand même... bon, c'est la beauté, en fait, de la légalisation du cannabis. Aujourd'hui, il y a un contrôle de qualité qui n'était pas là du tout auparavant. C'est sûr qu'il y a un contrôle de qualité dans le marché noir, mais qui n'est pas au même niveau du tout que celui qui est exercé par Santé Canada. Donc, depuis ce temps-là, on a vendu plus de 100 000 unités d'extraits sur le marché canadien. Et je crois qu'on s'approche aussi de 100 000 clones de cannabis. On en a vendu vraiment coast to coast. Nos clones sont partis jusqu'en Colombie-Britannique. On a des clients récurrents dans les prairies. Évidemment, notre marché aujourd'hui est plutôt Québec et Ontario pour les clones. Mais les clones voyagent très bien, donc on peut les distribuer. Puis aussi, on a élaboré un service qui s'appelle Your Clone in the Cloud, où on entrepose la génétique de nos clients. Les variétés sont conservées in vitro, à perpétuité, dans des éprouvettes, en plusieurs copies, dans des conditions aseptiques. Et puis, on a également développé un service d'élimination de virus. Donc, il y a des variétés à très haute valeur qui sont infectées par des virus. Nos clients nous les envoient. Ça prend quand même 6 à 12 mois, dépendant du taux d'infection, où on peut isoler les méristèmes. Ça, c'est le bout qui pousse un peu plus rapidement que le virus se multiplie. On assujettit ces méristèmes à des traitements de chaleur et de viricides. Puis là, on a un taux de réussite d'environ 85% à ce jour des plantes qui sont rentrées chez nous. On le fait pour des gros joueurs, pour des plus petits joueurs, où on peut ensuite multiplier la variété exempte de virus. Donc, quand même beaucoup de projets de développement, d'amélioration de procédés. Aussi, l'équipe a grandi énormément depuis le mois de février 2020. On est rendu 32 en ce moment chez Exca, alors qu'à l'époque, je crois qu'on était peut-être 10 ou 12. Donc, ça a quand même évolué pas mal. Exca est dans une position intéressante en offrant ses capacités d'extraction à façon. Le travail à façon consiste à offrir un service de transformation pour le compte d'une autre entreprise sans fournir la matière première. Exca extrait aussi pour ses propres besoins en achetant des fleurs et de la biomasse. Ces perspectives multiples procurent à Maxime une vision large et informée des coûts de production dans l'industrie canadienne. Pour les coûts de production, je crois qu'on voit vraiment une tendance à la baisse de plus en plus, puis c'est vraiment d'actualité. Au départ, quand j'ai commencé avec ce projet-ci et qu'on a rencontré des sociétés, ils avaient des coûts de production entre 1,50 $, parfois 2,50 $ le gramme. Donc ça se traduit à 1 500 à 2 500 $ le kilo, 1,5 à 2,5 millions de dollars la tonne. C'est pas des niveaux qui sont vraiment soutenables en agriculture. Quand on parle des grandes cultures, aujourd'hui, il y a des sommets historiques à cause des enjeux géopolitiques, là, mais même avec ces niveaux hyper élevés, historiques, on parle généralement de 600, 700 $ la tonne métrique. Comparer ça avec des chiffres de 1,5 à 2,5 millions de dollars la tonne métrique. C'est sûr qu'ici, on parle d'un produit, la fleur, qui évidemment, on ne prend pas toute la plante là, pour ça, puis c'est de la fleur séchée à la fin, mais c'est quand même des coûts qui sont hyper élevés. Aujourd'hui, on rencontre des joueurs qui ont des coûts autour de 40 à 50 à 60 sous le gramme pour l'intérieur. Et puis pour l'extérieur, on a vu des prix qui sont beaucoup plus faibles que ça, là, dans les quelques sous le gramme. Puis je pense que pour la culture extérieure, on peut s'attendre à ça, là. C'est sûr qu'il y a des étapes subséquentes à la culture où on perd 80 à 85 % de la biomasse en eau à la fin lors du séchage. Donc, c'est sûr que la culture extérieure va contribuer à la baisse des coûts de production. Le cannabis est un drôle d'univers. L'industrie est fière de sa culture en bunker et les consommateurs en général croient que le pot extérieur est un produit inférieur. Il est rafraîchissant de voir des PA qui comprennent le rôle que peut jouer le pot d'extérieur.
car il y a aussi l'environnement dont peu de gens semblent vraiment se soucier. Non, mais c'est vrai que l'aspect environnemental est quand même important ici. On a une industrie qui consomme beaucoup d'énergie, dans certains cas qui utilise des intrants, comme je pense à la laine de roche, qui est difficilement récupérable après. Alors que, bon, à l'extérieur, effectivement, c'est beaucoup plus, disons, environnemental. L'autre aspect aussi hyper important, c'est la génétique. Donc, quand on parle des variétés plus performantes, il y a eu énormément de sélections sur la génétique pour qu'on parle de la teneur en cannabinoïdes. D'ailleurs, il y avait un article ce matin dans le New York Times qui parlait du fait que les saisies de la FDA de cannabis dans les années 90, la moyenne de la teneur en THC était de 4 %. Aujourd'hui, on a une variété, nous, qui s'est rendue à 37 % de THC. C'est des teneurs, c'est du presque jamais vu. Et puis, l'autre aspect important, par contre, en agriculture, c'est le rendement. Donc, combien on a de grammes par plante, qu'est-ce qu'on parle du temps de génération, donc combien de temps est la floraison, est-ce que c'est un produit qui va fleurir en 10 semaines, 11 semaines, 12 semaines ou une génération plus courte qui va permettre un rendement intéressant aussi. Donc on a vécu ça, la révolution verte dans les années 70 où il y a eu énormément d'investissements dans les cultures de céréales. Alors à l'époque, évidemment, on voulait répondre à la crise sanitaire de la faim. Et puis, il y a eu une amélioration de rendement quand même importante juste en sélectionnant des plantes qui étaient considérées comme naines, donc plus petites, avec des générations plus courtes, qui permettaient de faire plus d'une culture par saison. Et puis, avec ça, on pouvait améliorer le rendement. Donc ça, c'est des sujets quand même d'actualité dans le cannabis où on peut améliorer le rendement en raccourcissant les périodes de floraison. Et puis, évidemment, moins d'intrants en énergie, moins d'intrants en capital humain, qui permet en fait une baisse des coûts de production. Peut-être qu'on aurait, dans ce cas-là, moins de rendement par plante, mais si on fait au lieu de 5 récoltes par année, on en fait 7 ou 8 avec des plus courtes générations, bien là, on peut augmenter notre rendement annuel considérablement avec les mêmes espaces. À la blague, dans mon échange avec Maxime, j'ai dit que l'humain s'intéressait au cannabis depuis des millions d'années et que l'on séchait encore le pot comme à l'époque de Cléopâtre. La question derrière tout ça est simple. Est-il encore possible d'innover en 2022 au niveau de la plante? C'est certain qu'il y a énormément d'espace. Puis, bon, c'est pas des millions d'années. Là. Il y a des preuves quand même du cannabis de 8000 ans, 7 à 10 000 ans, là, dépendant des sources, où on a trouvé des semences de chanvre dans des cryptes qui ont été... c'est toujours un mystère pour moi comment on peut dire que ça a 7 000 ans ou 8 000 ans ou 9 000 ans. Mais ce qu'on sait, c'est que le cannabis existait avant la roue, qui date d'environ 4 500 à 5 000 ans. Il y a quand même une hypothèse intéressante ici, c'est que ça se peut que la roue ait été inventée grâce au cannabis parce qu'il fallait le rouler, là. Alors, il y a une possibilité ici. Mais bon, après toutes ces années-là, c'est sûr qu'il y a eu une sélection. Il y a eu beaucoup de sélections au cours de ces centaines d'années-là pour avoir des plantes plus productives. Également, bon, à l'époque, c'est sûr qu'on n'avait pas les instruments analytiques pour voir si on avait du 3 % ou du 5 % ou du 6 % de THC. Mais aujourd'hui, c'est disponible. Puis ce qui a vraiment nui, je crois, à la culture du cannabis, c'est la prohibition des 100 dernières années où il n'y a pas eu d'efforts collectifs organisés entre les universités pour comparer les rendements, en fait, de ces plantes-là. Puis aujourd'hui, là, ça a vraiment lieu. Et puis, on doit dire aussi qu'il y a eu énormément d'évolutions sur la sélection pour la teneur. Donc, la teneur a été fait. Et puis, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a des variétés qui font 20 % et plus, puis on en a plusieurs de THC. Et bon, ça a eu lieu. Pour ce qui est des autres composantes, c'est sûr que quand je parle des composantes d'amélioration génétique, là, c'est le rendement, la qualité et puis la résistance aux maladies. Donc là, ces trois volets sont explorés aujourd'hui quand même adéquatement. Ça prend du temps, là, mais la chance, en fait, ou la beauté du cannabis, c'est que la génération qu'on appelle seed to seed, donc pour faire une génération complète,
On parle de 14 à 16 semaines. C'est une génération qui est beaucoup plus courte que, par exemple, faire la sélection pour un pommier ou un prunier où il faut qu'on attende une décennie complète avant de voir le résultat final. Donc ici, on peut avoir des générations assez rapides. Et bon, pour arriver au point que le rendement peut encore être amélioré, c'est sûr. Il y a la génétique, ça va toujours pouvoir être amélioré avec les outils qu'on a aujourd'hui qui peuvent être appliqués au cannabis. Et bon, les composantes, quand on parle de techniques agronomes ou agricoles, horticoles, sont améliorées. C'est sûr qu'il y a des aspects que nous, on trouve qui disons, nuisent un peu à la productivité dans le secteur du cannabis actuel. Et là, je vais y arriver, c'est sur la propagation, où la plupart des installations de cannabis sont installées avec des chambres de mer ou des mother rooms où on conserve notre librairie génétique dans des salles qui prennent quand même de la place, des ressources, ressources humaines ainsi que ressources d'énergie et d'eau, qui peuvent occuper jusqu'à 30 % de l'espace de conservation génétique, de propagation, ce qu'on appelle le veg, propagation et végétatif, où nous, ce qu'on fait chez Exca, c'est qu'en fait, on veut fournir des génétiques de qualité, ce qu'on appelle du matériel de départ, élite, qui ferait en sorte que nos clients pourraient complètement éliminer les salles de plan mer ainsi que leurs activités de propagation et ils pourraient commencer leur floraison beaucoup plus rapidement en prenant de nous des plants établis qui sont qu'on appelle des teens ou des adolescents. On appelle ça jamais des adolescents, mais c'est des teens qui, en fait, on peut mettre en floraison après une semaine et puis arriver à un rendement, en fait, beaucoup plus rapidement que si on avait commencé à partir du début dans nos installations. Puis on estime qu'on peut augmenter le rendement d'une installation entre 50 à 70 % ici, c'est-à-dire qu'on peut ajouter 1 à 2 récoltes par année, mais on peut également utiliser 30 % de l'espace qui était auparavant utilisé pour la propagation pour la floraison. Donc, si on combine ces deux composantes-là, on peut améliorer beaucoup le rendement d'une installation de cannabis. On a aussi l'avantage de donner des génétiques constantes qui viennent de la culture in vitro, qui sont quand même assez sains et puis qu'on est contrôlés, qui viennent avec un certificat d'analyse qui démontre qu'ils n'ont pas de virus et puis qu'ils sont exempts de maladies à notre connaissance. On peut trouver à la SQDC plusieurs produits d'Exca. Entre cette production pour ces produits et la production à façon, quelle est la place qu'occupe le service génétique chez Exca? C'est le focus depuis le début. Là, pour la génétique, c'est depuis le début, c'est de fournir du matériel de départ, de la génétique supérieure. Et puis, c'est pas vraiment un nouveau focus, mais on est en train vraiment de l'appliquer. Puis aussi, on fait affaire avec des micro-producteurs qui n'ont pas l'espace pour faire la propagation. Ou s'ils le font, c'est sûr que ça prend de l'énergie, puis c'est des ressources qui peuvent être utilisées plus à la floraison puis à la récolte qu'à la propagation. Donc, c'est le focus depuis le début, puis ça fonctionne. Et c'est hyper intéressant de voir l'évolution on partage ces idées-là avec les plus grands joueurs de l'industrie, où ils font encore, dans les plus grandes installations, il y a encore des salles de plan mer. Mais si on regarde, par exemple, dans les tomates, là, ça a changé en pas tellement longtemps, où l'industrie de la tomate a commencé à faire affaire avec des propagateurs, où ils reçoivent des plants parfaitement établis, et puis ils les mettent en production beaucoup plus rapidement s'ils se dévouaient à la propagation. Chacun sa spécialité. Là. Alors, quels sont les freins qui empêchent les producteurs autorisés de passer à la culture tissulaire? Et quelles questions devraient-ils se poser, ces PA, pour savoir s'ils devraient appeler Exca pour ces services de propagation? Souvent, le plus grand frein, c'est que les installations ont été construites de façon à avoir la propagation et les plants mer sur place.
Donc ça, c'est moi ce que j'appellerais la première génération de l'industrie légale, où les installations qui ont été construites au cours des, disons, 4, 5 dernières années ont tous été faites de façon à ce qu'il y ait la salle de plan-mer, la propagation à domicile, si on veut. Donc souvent, ces salles-là ne sont pas vraiment faites. On ne peut pas juste changer les lumières, l'intensité lumineuse pour avoir de la floraison au lieu de ces espaces-là. Et puis évidemment, ben, les gens qui sont là, c'est leur travail, c'est leur métier. Donc, de faire affaire avec quelqu'un d'autre pour s'approvisionner, ça peut mettre en péril leur propre emploi. Donc, sont pas nécessairement, les gens sur le plancher ne sont pas nécessairement favorables à l'idée. Donc, bon, si on regarde ça de façon pratique, évidemment, de changer toute une installation, c'est difficile, mais il y a encore des nouvelles installations, malgré la surcapacité de l'industrie. Il y a encore des nouvelles installations qui sont en train de se faire dessiner. Et puis, c'est le cas d'ailleurs en Europe, où ils envisagent de s'approvisionner à l'externe pour le matériel de départ. Bon, l'autre frein important qui va se régler ou qui est déjà en train de se régler, c'est ce qu'on appelle la biosécurité. Donc, tout le monde est très parano, et avec raison, des maladies qui pourraient être introduites en utilisant des plantes qui viennent de l'extérieur. Parce que si on travaille en vase clos, donc pas de plantes qui viennent de l'extérieur, on protège nos installations. Alors que si on utilise des plantes qui viennent de l'extérieur, bien, on peut s'imaginer, et avec raison, que ça peut introduire des insectes, des virus, des champignons. Et puis, bon, ça, il y a des certificats, bon, c'est pas juste les certificats qui sont importants, c'est tout améliorer les standards de production pour faire en sorte qu'on n'introduise pas des maladies. Et puis, bon, il y a des maladies partout. Ça se passe en agriculture depuis la nuit des temps. Les plantes sont susceptibles de maladies fongiques. Il y a des bactéries, des virus. Et puis, ça se propage. Ça se propage dans les champs à l'extérieur. J'ai travaillé comme dépisteur à l'époque, lorsque je faisais mes études, en 2 années d'études. J'ai fait les champs carottes, oignons, choux, sud-ouest de Montréal. Il y a des insectes, il y a des champignons, et puis il s'agit de prendre les mesures de lutte intégrée, qu'on appelle, en anglais c'est Integrated Pest Management, où on fait ce qu'il faut pour en fait éviter les problèmes de rendement causés par ces maladies-là. Donc là, il y a beaucoup d'évolution de ce côté-là, mais ça, c'est un des freins. Les 2 grands freins sont le premier étant l'espace est déjà designé de façon à ce qu'il y ait la propagation sur place. Et puis le deuxième, c'est la peur d'introduire des maladies. Mais là, on voit aujourd'hui quand même une ouverture du fait qu'on peut fournir des génétiques qui sont quand même supérieures. Et puis là, l'équation où on peut voir qu'on a plus de rendement en utilisant du matériel de départ qui vient de l'extérieur commence à être beaucoup mieux comprise. Parce qu'on a de l'expérience. Les gens qui cultivent aujourd'hui, qui font des tonnes par année, ils comprennent comment ça fonctionne de mieux en mieux. Alors, et beaucoup aussi de l'industrie, quand je parle des grands joueurs, sont allés chercher des spécialistes de la grande culture, de tomates, de poivrons, concombres, etc. Je parle ici dans le sud de l'Ontario, où ils ont des serres à perte de vue. Et puis, ils appliquent ces méthodes-là et ils cherchent des propagateurs comme Exca. Donc, on fait affaire ensemble et on leur distribue des clones en ce moment-là. Alors que les consommateurs sont littéralement hypnotisés par les forts pourcentages de THC, on ne peut réduire un plant à ce pourcentage. Alors, c'est quoi de la génétique ninja ou de la génétique élite, comme dit M. Parry? Bien, ça se traduit avec une plante qui a un rendement supérieur et qui a des attributs supérieurs. Donc, on va dire rendement qualitatif, quantitatif. On ne peut pas tout avoir, là. Mais bon, en général, ce qu'on voit dans l'industrie, c'est des plantes qui font chacune environ 100 grammes de cannabis séché par récolte. Et puis là, il y a
il y a une grande fourchette, là. C'est de 150 à 200 grammes, là, mais on peut parler d'une moyenne d'environ 100 grammes. Puis ça dépend du temps qu'on l'a fait fleurir et puis aussi l'espace qu'on lui a donné, parce qu'il y a des plants de culture où on met une plante au pied carré, puis il y en a d'autres qu'on lui donne 4 pieds carrés par plante. Donc, celle qui va avoir plus d'espace, bien, elle va avoir plus de rendement. Mais si on regarde l'espace en général, puis on parle aussi du rendement par lumière, bon, ici, une génétique supérieure, ça va être une plante qui va faire 150 grammes par plante, et puis même 200 dans certains cas. Et là, l'autre chose qu'il faut voir, c'est la teneur en cannabinoïdes souhaitée. Donc là, il y a évidemment des forces de marché qu'il faut respecter. Donc, dans le cas du Québec, par exemple, on ne peut pas mettre sur le marché du cannabis qui fait plus de 30 % de cannabinoïdes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaie de ne pas franchir pour le Québec, alors que d'autres provinces, eux, convoitent ces variétés-là. Et les variétés à 37 %, c'est énormément d'efforts là, pour faire 37 % de THC pour la plante. Généralement, on va avoir moins de rendement par plante. Donc, on ne peut pas avoir 40 % de cannabinoïdes puis 300 grammes par plante de rendement là, pour aujourd'hui. Mais si on essaie de regarder un peu ce qui s'est passé là, dans les autres cultures là, établies, là, comme le maïs, le soya, le blé, les rendements au cours des 100 dernières années ont été presque décuplés dans certains cas. Là. On parle de 1 tonne à 7, 8, 10 tonnes à l'hectare. Et ça, c'est ce qui s'est passé depuis 1900, depuis qu'on a compilé les données. Mais là-dedans, il n'y a pas juste la génétique, il y a la mécanisation, il y a les techniques d'irrigation, la nutrition des plantes. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être appliquées au cannabis. À partir d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut multiplier par 10 le rendement du cannabis, mais on peut peut-être réduire les coûts, augmenter le rendement, améliorer la qualité. Et puis, il y a la fameuse résistance aux maladies. On n'en a pas parlé beaucoup, mais il y a de la résistance génétique aux maladies, puis on peut sélectionner pour ça. Il y a des groupes avec qui on travaille qui sélectionnent juste pour ça, et puis qui ont des variétés aujourd'hui qui sont résistantes à l'oïdium, qu'on appelle en français le powdery mildew ou le blanc. Dans l'industrie, on parle du blanc. C'est une maladie fongique qui affecte, en fait, qui affecte la qualité des plantes et le rendement. Mais si on peut avoir une résistance génétique au lieu d'utiliser un fongicide qui, de toute façon, n'est pas vraiment permis dans l'industrie, bien là, ça, c'est juste avec ça, on peut augmenter la qualité et la quantité de la récolte. Donc, un plan supérieur, pour moi, c'est un plan qui a une quantité supérieure, une qualité supérieure, et puis qui a une résistance à toutes les maladies. Ça n'existe pas là, aujourd'hui, mais on y travaille. Si on reprend l'Odyssée comme thématique, je dirais que le plan parfait est le Graal que poursuit Exca. Et parlant de quête ultime, d'aspiration débridée, que diriez-vous d'un cultivar qui ferait 37 % de THC? Cette variété, en fait, on a commencé à la distribuer il y a environ 1 an ou à peine 1 an, puis on a commencé à avoir des résultats quand même intéressants, mais là, on a plusieurs producteurs qui ont obtenu des plus de 30 %. Donc, là, il faut faire un peu attention là, à ces certificats d'analyse-là parce qu'on parle aussi d'homogénéité. Donc, souvent, je pense que je pense pas que ce soit une malformation professionnelle, là, mais tout le monde a tendance à prendre les plus grosses cocottes en haut de la plante pour envoyer ça au laboratoire. Et puis, celles-là sont plus hautes. On a fait une recherche avec ça pour envoyer on a envoyé des fleurs de la cime du plant, donc en haut, puis d'autres en bas, puis il y avait à ce moment-là presque 10 % d'écart. Et bon, ça, c'est gigantesque. C'est peut-être plus que... Là, on a discuté de ces résultats-là avec plusieurs personnes, puis on l'a fait avec d'autres producteurs, puis on peut voir 3-4 % d'écart avec le haut et le bas. Pour en revenir à la variété qu'on a baptisée Black Mountainside, on l'a quand même distribué, puis on a commencé on élabore un système en ce moment avec des micro-producteurs où on peut fournir la génétique, puis ensuite reprendre les fleurs, puis les distribuer sur le marché. Là, comme je l'ai dit, au-dessus de 30 %, le marché québécois, c'est pas une place pour vendre des fleurs à 37 %.
Mais l'Alberta en veut, par exemple. Donc, là, on l'a mis sur le marché en Alberta, puis les premières expéditions vont partir au cours des prochaines semaines. Et puis, je pense que c'est quand même un système intéressant où on peut offrir aux microproducteurs du matériel de départ et puis ensuite reprendre les fleurs lorsqu'elles sont prêtes, si elles atteignent certains critères. Là, disons, 37 % c'est phénoménal. Là. Donc, on ne peut pas s'attendre à dire on va prendre juste vos fleurs s'ils sont 37 % et plus. Mais on peut ensuite les mettre sur le marché en Alberta. Puis, on a aussi notre permis en Saskatchewan. Je rigole un peu, mais c'est parce que c'est un marché qui peut être intéressant. Il y a juste 1,2 million d'habitants en Saskatchewan. Et puis, si on compare avec le Québec, qui est je pense qu'on arrive à 9 millions, si ça peut dépasser. Le marché de la Saskatchewan est 35 % de la taille de celui du Québec. Donc, on va mettre le Black Mountain Sign sur le marché en Saskatchewan aussi, puis on va voir la réceptivité du marché. Il y a quelque chose d'intéressant aussi que j'ai mentionné en attribut qualitatif, là, mais c'est le taux de terpènes. Cette variété-là, en plus d'être à 37 % de THC, est entre 3 et 4 % de terpènes. Donc, c'est une fleur hyper dense. C'est un autre facteur à regarder d'intéressant, c'est la densité de la fleur. Le consommateur veut une fleur dense qui se tient bien ensemble. Puis ça le fait. Donc, oui, on a commencé à la distribuer avec succès. Là. Vous le savez, c'est sûr, bien oui, j'ai demandé à Exca la fiche technique de son Black Mountainside. Commençons par le côté technique, et là je résume grosso modo. Le temps de floraison est de 9 à 10 semaines. Peu de feuilles. Ça pousse au début dans un jiffy et ensuite dans du coco. La culture peut se faire en bunker, en serre ou à l'extérieur. C'est un des phénotypes de la variété Girl Scout Cookies qui contient du Durban Poison et du OJ Kush. Il s'agit d'une variété indica qui a fini à la 3e place de la Seattle Cannabis Cup en 2014. Ses bourgeons très denses sont verts avec des traces de violette. L'arôme du produit est doux et mentholé avec du linalol, de la cariophyllène et de la limonène. Les curieuses et les PA intéressés vont trouver la fiche technique du Black Mountain Coast dans les notes de l'épisode avec plusieurs rapports de laboratoire en prime. Merci beaucoup, Exca, pour ce partage. Alors, très naïvement, parce que je n'ai aucune expérience de culture, j'ai demandé à Maxime si j'augmentais mes chances de faire pousser un cultivar à 28 % de THC si j'utilisais au départ un cultivar capable de faire du 37 %. On offre aussi un accompagnement. Donc, ce qu'on voit, bon, tout le monde a ses techniques, évidemment. Là. En agriculture, il y a un concept là, qui s'appelle génétique fois l'environnement. Donc, tu as toujours... puis c'est pas juste en agriculture, en fait. Là, on le voit, il y a des études chez les humains. On a pris 2 jumeaux identiques, on en a mis un dans un... C'était un hasard, mais il y en a un qui a vécu, qui a grandi dans des conditions... Oui, puis ils peuvent faire 30 cm de différence plus tard. Là, c'est vraiment ils ont la même génétique, mais des environnements différents. Et bon, en agriculture, c'est un concept hyper important. Donc, même si on a une génétique hyper forte, si on ne l'arrose pas, qu'il n'y a pas de soleil, il n'y aura pas de performance cette année-là. D'ailleurs, on voit des fluctuations hyper importantes dans le monde agricole et maraîcher sur la productivité d'une saison à l'autre. Il y a des déficits hydriques. C'est la sécheresse, en fait, où est-ce que là, on peut avoir un impact considérable. Bon, pour en revenir aux maîtres cultivateurs qui, disons, débutent, nous, on offre un service d'accompagnement où on peut se prononcer, du moins, évidemment, des installations toutes faites déjà, c'est un peu difficile de dire on va tout changer les lumières, puis vous avez juste besoin de dépenser un autre demi-million, puis tout va être parfait. Là. Donc, ici, on peut parler... il y a toujours, bon, la lumière, l'intensité lumineuse avec les photopériodes, combien de temps qu'on fait le végétatif au début, avant de déclencher la floraison. Après, bon, il y a évidemment l'humidité, la température. C'est des choses qui sont, disons, de base, mais qu'il faut quand même de l'équipement pour y arriver. Puis il y a des bris mécaniques qui, ça, c'est des fois, ça dépasse... un petit peu ma compréhension. On a de l'équipement supposément hyper sophistiqué, hyper dispendieux, puis ça n'arrête pas de casser. Donc, il faut essayer de contrôler ces paramètres-là le mieux possible.
Et puis lorsqu'on les contrôle, bien là, on est dans. Il y a des équations où on peut vraiment voir là, le VPD, le Vapor Pressure Deficit, où on essaie d'être dans une section où, justement, ça ne cause pas de la rosée à 3 heures du matin lorsqu'on éteint les lumières, puis que la température diminue de 5 degrés d'un coup, par exemple. Ça donne juste le temps à la rosée de se déposer sur les plantes, puis aux champignons de se développer. Donc, ça, c'est la théorie. Bon, pour ce qui est de la pratique, après, il faut investir dans nos équipements, puis les entretenir, puis utiliser tous les monitoring qu'on peut pour voir comment ça se passe. Mais je pense qu'avec la bonne base, utiliser les bons intrants et le bon équipement, on peut atteindre les objectifs de rendement et de teneur en cannabinoïdes. Il est impossible de discuter de cannabis et de cultivars sans aborder la propriété intellectuelle. Quelle est la position d'Exca sur ce sujet? En fait, je dois dire que on est très ouvert avec notre propriété intellectuelle, peut-être un peu trop, mais on a une vue d'ensemble un peu open source où on est prêt à partager les connaissances. On pense qu'il y a beaucoup à faire dans l'industrie. Puis on partage ça avec nos plus gros clients, en fait, les plus grandes sociétés dans l'industrie. On partage tout ce qu'on fait avec eux assez ouvertement. Évidemment, on a des ententes de non-divulgation en place, mais il y a tellement à faire dans l'industrie que d'aujourd'hui dire je te dirai pas ce que je fais pour protéger mes marges futures, on ne croit pas vraiment à ça. Donc, il y a d'autres choses aussi qu'on doit dire, c'est l'industrie du cannabis n'est pas très bien protégée quand on parle de droits d'obtenteur. En anglais, c'est les Plant Breeders' Rights. Et la raison pour ça, c'est que jusqu'à récemment, l'Agence d'inspection des aliments canadienne, donc, qui dirige les droits d'obtenteur dans les grandes cultures, ne recevait pas de cannabis comme plante à protéger, parce que c'était illégal jusqu'à 2018, donc c'était même pas quelque chose qu'on pouvait penser faire protéger. Bon, puis il y a aussi le temps de génération est très rapide, l'évolution est rapide. Par le temps qu'on démontre que notre variété est unique, stable et uniforme, ça c'est des critères qu'on doit rencontrer pour obtenir des droits d'obtenteur pour une variété et ainsi avoir de la protection intellectuelle. C'est un effort de temps et d'argent considérable qui, en plus, la variété va peut-être être désuète par le temps qu'on obtienne les droits. Donc pour ça, pour les droits d'obtenteur, on a commencé à regarder ça au début de l'année 2020. On voulait appliquer pour des droits d'obtenteur. Puis vous voyez, bon, c'est exactement ce qui s'est produit. La variété en question qu'on voulait protéger est probablement plus d'actualité. Puis on n'aurait probablement pas encore les droits d'obtenteur aujourd'hui. Puis on n'aurait pas les outils pour vérifier si on se les fait voler ou si quelqu'un d'autre fait pousser ça. Donc, pour ça, ça c'est le côté génétique. Nous, on est super ouverts. On n'envisage pas vraiment l'appliquer pour avoir des droits d'obtenteur pour des variétés, parce qu'on considère que les variétés vont changer continuellement au cours des prochaines années. Et puis, par le temps qu'on obtient les droits d'obtenteur, ces droits-là soient inutiles, et que ça nous a juste coûté de l'argent pour le faire. L'autre côté, c'est sur, disons, l'extraction, les méthodes d'extraction. On a également un livre ouvert à ce niveau-là, où on est très déçu par les taux de rendement de l'industrie. Quand je parle de taux de rendement, c'est combien qu'on est capable d'extraire de cannabinoïdes dans une tonne par rapport au contenu théorique. Donc ça, c'est parce qu'il faut partager ces données-là avec nos concurrents, partenaires pour l'améliorer. Si je peux juste regarder comme exemple le canola, qui est une culture totalement établie. Tout le monde a de l'huile de canola dans son garde-manger ou presque. Les taux de rendement avoisinent le 99 % parce qu'on a construit des usines à grands frais. Puis il y a eu plusieurs essais avant qu'on se rende à 99 %, mais on s'est rendu à 99 %. Alors que dans le cannabis, on est 70 à 80 % quand on est chanceux. Et puis, même qu'il y a certains
certains lots qu'on n'est pas capable d'extraire même de 70%. Donc, c'est des grosses pertes qu'il faut qu'on tente d'enrayer. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix de partager ces données-là avec l'industrie. D'ailleurs, nous, on publie dans des journaux scientifiques nos conclusions. On a plusieurs étudiants qui sont impliqués chez nous, des programmes à la maîtrise, au doctorat, et les étudiants sont encouragés à publier les résultats. Donc, on a déjà plusieurs articles scientifiques par rapport à ça. Puis, ben là, une fois que c'est sorti, le but, c'est de partager ces connaissances-là afin de s'améliorer. Puis, en fait, c'est la vision qu'on a chez EXCA, c'est de partager ce qu'on apprend pour qu'on s'améliore tous ensemble. L'industrie doit s'améliorer. C'est une industrie qui est encore en général déficitaire. Et puis, c'est pas en cachant toutes nos conclusions qu'on va s'entraider. Vous connaissez combien de producteurs autorisés qui ont publié des recherches depuis l'obtention de leur licence? J'en connais très peu. Et pourtant, les standards de production sont de plus en plus exigeants. Alors, j'étais curieux de savoir si EXCA avait déjà publié des papiers de recherche. On a fait une étude sur les spectres lumineux qui démontraient que de différentes couleurs avaient des meilleurs rendements du côté végétatif. Et après ça, pour la synthèse des cannabinoïdes aussi, on a remarqué des différences quand même significatives sur juste les spectres lumineux utilisés. Donc ça, en fait, ça vient d'être publié. On a fait un autre article sur l'extraction, tout ce qui est post-récolte, donc post-harvest en anglais. Donc, je vais partager la liste après notre appel. Un PA qui fait des recherches sur les spectres lumineux. C'est l'occasion, c'est le temps de demander ce qui se passe dans l'industrie. Quand vient le temps de choisir ses lampes? HPS ou LED? Pour revenir un peu aussi sur le même point de tout à l'heure, c'est que les installations sont généralement déjà faites. Mais aujourd'hui, on voit des leaders dans le LED. Donc, je trouve que comme nom commercial, les LED, ça ne fonctionne pas. Là, mais bon, c'est les LED. Au Québec, on n'est pas hyper, disons, encouragé d'utiliser des LED puisque le kilowattheure est pas cher. Donc, souvent, l'industrie est installée avec des HPS, des lumières au sodium, qui ont un spectre hyper puissant, puis quand même qui donnent des très bons résultats. Mais les LED ont l'avantage d'utiliser beaucoup moins d'énergie. Et puis, on peut aussi moduler le spectre lumineux, donc le changer pendant la croissance, comme aujourd'hui, on voit évidemment presque toutes les installations changent la nutrition des plantes au cours des 10 semaines de floraison. Et bon, on peut aussi changer le spectre lumineux pour favoriser la croissance végétative, ensuite favoriser la synthèse des cannabinoïdes. Mais bon, c'est difficile aujourd'hui d'arriver à une installation qui ont 1000 lumières au sodium et dire, ben là, mettez tout ça aux poubelles, puis installez 1000 lumières au LED, puis ça va juste coûter $1 million. Là. Mais c'est ce qu'en fait certains gros joueurs ont décidé de faire. Et ils l'ont fait. Et puis, ils ont des économies considérables en énergie. Mais là, on n'est pas au Québec. Là, on est dans d'autres provinces où le kilowattheure est beaucoup plus cher. Au Québec, on a cet avantage-là où le kilowattheure est à 6 à 8 sous, là, dépendant des tarifs, là, mais vraiment hyper compétitif. Mais lorsqu'on arrive en Europe, par exemple, la plupart des installations sont au LED. C'est plus cher à l'installation, mais la durée de vie est plus longue. Puis, le coût d'opération est beaucoup moindre. EXCA travaille avec des géants de l'industrie du cannabis. C'est impressionnant, la culture tissulaire. Les microproducteurs pourraient penser qu'ils sont trop petits pour faire affaire avec EXCA. Et pourtant. Oui, bien, vous nous appelez, puis on peut parler de combien on peut vous fournir de variétés, puis on peut discuter du prix. Nos prix sont hyper compétitifs. On a parlé à des producteurs récemment dans les prairies où ils nous ont affirmé que nos prix étaient la moitié de ceux des propagateurs dans les prairies, puis la qualité là-bas n'était pas vraiment au rendez-vous. Donc, on a une collection avec vraiment plusieurs variétés intéressantes. On peut discuter les installations, des lumières que vous voulez installer, du programme d'irrigation, en fait, de la technique. Et puis,
moi, je vais vous encourager à ne pas installer de plan de mer et puis d'espace de propagation, mais de vous dévouer à la culture, à la floraison, à la récolte, aux techniques de séchage aussi, et puis d'arriver à un produit de qualité à la fin qu'on peut racheter et et mettre sur le marché. Donc ça, c'est pour les micros. Pour les plus gros aussi, c'est totalement discutable. D'ailleurs, on parle aujourd'hui avec un des gros joueurs de la floraison dans une autre province que le Québec, qui trouve que c'est un cost center, la propagation, qui, lui coûte cher, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Puis dans son cas, le 30 d'espace qui est utilisé pour la propagation pourrait être converti facilement en floraison. Donc, c'est des discussions qu'on a quotidiennement. Appelez-nous, on a notre site web qui est xka.com. Vous allez pouvoir trouver les contacts là, XK. Dans la guerre des cultivars, il y a aussi l'éternelle question de l'exclusivité. Non, c'est une question qui se pose tout à fait, puis qui se pose presque à toutes les semaines. Je veux l'exclusivité. Bon, je compare un peu le cannabis au raisin, par exemple. Dans le vin, on a des cépages, le chardonnay, le sémillon, il y en a plein. Et puis, le vin veut changer d'une place à l'autre. Le vigneron va faire la différence, la terre va faire la différence, l'exposition au soleil va faire la différence. Et puis, combien de temps qu'on va le garder en baril après, on va arriver avec des vins quand même assez différents pour que le prix varie du kit au triple ou plus. Alors, pour ce qui est du cannabis, c'est difficile de donner l'exclusivité pour des petites installations puisque c'est quand même beaucoup d'efforts à développer une variété. Ce qui se transige aujourd'hui, ça s'appelle les droits de propagation. En anglais, c'est propagation rights, où il y a certains développeurs de génétique qui sont prêts à vendre l'exclusivité pour leur génétique. Mais là, on peut parler des montants dans les 100 000 $, ce que je trouve complètement... en fait, c'est pas scandaleux, mais presque. Mais si on regarde l'effort qu'il y a derrière le développement des variétés, aujourd'hui, ça peut paraître quand même justifié. C'est pas comme si on avait mis 5 000 $ de travail puis qu'on le vendait après ça pour 100 000 $. Bon. Ensuite, pour vraiment parler des aspects uniques d'une variété, pour considérer comme étant, disons, vraiment différenciée, puis que personne ne va se rendre compte que c'est la même chose qu'une autre. Et les attributs là, qu'on regarde là, dans les indica, sativa, les hybrides, on peut regarder les profils de terpènes, on regarde profil cannabinoïde, le rendement. Là, le rendement, le consommateur, il ne peut pas savoir si on avait une plante qui faisait 60 grammes ou 200 grammes. Puis tout à l'heure, vous l'avez mentionné lorsque vous avez parlé de certains peut-être nouveaux joueurs avec une plante que quelqu'un a fait 37 % avec lui, il va se trouver chanceux d'avoir fait 28 %. Donc là, le 37 puis le 28, ça ne sera pas considéré comme un produit pareil. Donc, moi, pour ce qui est de l'exclusivité, on est prêt à en discuter parce qu'on a chez nous des variétés qui sont disponibles en exclusivité, mais il va falloir les payer plus cher parce qu'on n'est pas capable de les multiplier pour d'autres, en fait, de les fournir à d'autres lorsqu'elles sont exclusives. Mais je trouve ça aussi difficile de fonctionner comme ça parce que pour où on se trouve, nous, on sait quelles sont nos variétés puis où est-ce qu'ils partent, mais dès qu'elles partent, même si dans les contrats, il est écrit qu'on ne peut pas les multiplier, c'est très difficile à vérifier. On n'est pas la police, Big Brother 1984, être chez tous les producteurs, puis voir, oh, tu as multiplié la plante, tu n'étais pas supposé la multiplier. On peut... Notre objectif, nous, c'est de fournir du matériel de départ sain, vigoureux et prêt à fleurir, et puis que les clients peuvent en bénéficier, améliorer leur taux de rendement, améliorer leurs revenus ainsi que leur rentabilité. Donc, bon, pour en revenir à l'exclusivité, c'est une discussion qu'on peut avoir, mais qui aujourd'hui est assez difficile puisque ça prend tellement d'efforts de développer une variété qu'après ça, si on se la réserve, bien, on n'a pas le choix de payer plus cher pour. Là.
Puis après, moi, j'ai de la difficulté à avoir, disons, l'avantage d'avoir une exclusivité sur une variété, là, à long terme. Là. L'industrie du cannabis a beaucoup changé depuis les débuts de la légalisation. En 3 ans, il s'en est passé des choses. Certaines entreprises semblent surprises par la tournure des choses, d'autres pas. Alors, c'est quoi le modèle d'affaires d'Exca? Le modèle d'affaires, je crois qu'il est assez clair, assez solide aussi. Donc, c'est le modèle d'affaires qui a été écrit il y a 4 ans aujourd'hui. Même, en fait, on arrive à presque 5 ans. Là. Ça avait commencé à la fin 2017, l'idée incorporée début 2018. Notre idée ici, c'est la même chose, c'est de fournir du matériel de départ de qualité à l'industrie. Il y a quelque chose d'autre qui se produit récemment, c'est qu'il y a des développeurs de génétique qui nous contactent pour multiplier leur génétique, qui n'ont pas nécessairement la capacité de propagation. Donc ça, on peut faire ça en collaboration où ces variétés-là sont redistribuées au marché. Donc on a une capacité de propagation d'environ 10 000 clones par semaine actuellement. Puis on a aussi, on aurait de l'espace pour en faire plus. Mais juste si on se met là, en perspective, au Canada, il se plante entre 400 et 500 000 clones de cannabis par semaine. Donc on parle de 20 à 25 millions de plantes de cannabis par année. Et puis, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut en faire 1 million par année. On n'a pas encore ce débit-là, mais c'est ce qu'on tente de développer. Donc ça, c'est le côté, disons, aider l'industrie avec ses revenus et ses marges bénéficiaires. Puis, bon, c'est de développer le catalogue pour avoir des variétés de plus en plus supérieures, meilleure qualité, meilleur rendement, meilleure résistance aux maladies. Ça, c'est des projets qui prennent des années, là. Si on regarde là, dans les autres cultures, il n'y a pas une nouvelle variété de blé à chaque année. Là. Ils ont des essais à chaque année, mais ça prend du temps. Dans le cas du cannabis, il y a des centaines de variétés actuellement, probablement des milliers même, qui sont activement cultivées. Puis je pense que là, il va y avoir quand même certaines qui vont disparaître au cours des prochaines années et qui vont être remplacées par des variétés supérieures. Donc ça, c'est notre quotidien, d'avoir plus de variétés, améliorer nous-mêmes nos taux notre réussite sur la propagation, notre rendement, notre efficacité avec le groupe qu'on a. Et puis, bon, sur les extraits, on met sur le marché d'autres extraits, on n'en a pas parlé du tout, mais on fait des huiles de cannabis, soit juste de THC, juste de CBD, moitié-moitié. Ça, on a des produits qui performent très bien à la SQDC, qui sont maintenant aussi... on a commencé à en distribuer en Alberta, comme j'ai dit un peu plus tôt. Là, on va commencer à exploiter le marché de la Saskatchewan. On a un nouveau produit qui a été listé en Ontario qu'on espère vendre au cours des prochains mois. On a sorti un hashish aussi qui est vendu à la SQDC juste en ligne, mais qui va être mis normalement sur le planogramme sur les tablettes au mois de septembre et qui est distribué en Alberta également. Donc ça, on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais le hashish, c'est une catégorie qui est quand même très populaire au Québec, qui est également populaire dans d'autres provinces. Et puis, c'est pas de la grande technologie, mais il y a plein de recettes qui peuvent être peaufinées, améliorées. On peut utiliser des souches, des variétés avec des profils de terpènes différents pour ça. Et puis aussi, on va mettre sur le marché prochainement en Alberta des cartouches de vapotage d'huile de cannabis, donc de THC, et puis moitié-moitié CBD-THC. Ça va partir, ça part au cours des prochaines semaines. Donc le produit il est listé en Alberta. Donc il y a une foule d'opportunités. La prochaine grande opportunité, c'est le marché européen qu'on explore depuis maintenant déjà 3-4 ans, qu'on a tissé des liens avec des sociétés là-bas qui sont intéressées à distribuer nos produits. On n'a pas encore expédié en Europe, mais ça s'en vient. Puis aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais des sociétés de cannabis aujourd'hui qui s'installent en Europe envisagent de s'approvisionner en matériel de départ de joueurs externes. Donc, le prochain plan, ce serait d'avoir un laboratoire de propagation quelque part en Europe.
OK, on arrive en fin d'entrevue. Et je voulais conclure avec une perspective sur l'extraction. Le marché est très compétitif au Québec. En effet, il y a des nouveaux joueurs qui apparaissent à chaque trimestre, au minimum. D'autres agrandissent leur capacité de transformation en achetant plus de machinerie. Et je ne parle même pas de la compétition interprovinciale. Comment Exca navigue-t-elle ce marché? On a investi beaucoup dans le CO2 supercritique, on n'est pas tellement satisfait des taux de rendement. La qualité est bonne, mais ce qui sort du CO2 supercritique, en fait, on peut faire juste des petits lots. Et puis, on parle de peut-être 20 kg par jour d'intrants. Et les taux de rendement sont corrects, mais pas aussi satisfaisants, sont pas satisfaisants pour nous, là. Et puis, il y a beaucoup de post-traitements qui sont requis. Il faut enlever les cires, et puis c'est quand même assez long après l'extraction au CO2. Le bénéfice, par contre, c'est qu'on peut faire des essais des extraits qu'on appelle le broad spectrum, donc récupérer tous les terpènes. Ça, c'est un des avantages du CO2 supercritique. Donc, on est installé pour faire ça chez Exca et on en a fait beaucoup. Pour l'instant, on se concentre sur l'extraction à l'éthanol, qui est plus efficace. On peut faire des 200 kg par jour. Là, je parlais de 20 kg par jour avec le CO2. Et puis, le rendement est très bon. Et à la fin, le solvant disparaît complètement parce qu'on l'évapore et puis on fait la distillation par la suite. Donc, on fait vraiment l'extraction, la décarboxylation, la distillation. Et on est arrivé à des taux dans les 90% de THC et de CBD. Donc ça, c'est une huile qui ne se met pas vraiment sur le marché telle quelle, mais qui peut être diluée ensuite pour faire des produits finis. Donc ça, pour ce qui est des produits disponibles à la SQDC, le plafond, c'est 3% de THC, donc c'est 30 mg au gramme, alors qu'on se rend à 900 mg au gramme, donc on doit le diluer ensuite. Et puis, c'est des technologies d'extraction. En fait, je pense qu'il y en a... C'est pas nouveau qu'on extrait des choses des plantes, là. Puis, ils doivent être améliorés en termes de taux de rendement. Donc, en ce moment, on a 2 étudiants à la maîtrise chez nous qui travaillent sur ça, puis on essaie d'améliorer le taux de rendement, puis il est déjà en amélioration, donc c'est bon, ça. On est rendu là. C'est le temps du mot de la fin pour Maxime Parry, le PDG d'Exca. Merci beaucoup de votre attention et de l'opportunité que Top Pot nous donne aujourd'hui pour discuter du secteur du cannabis qui nous passionne. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur l'industrie. On espère tisser des liens avec tous nos collaborateurs. Et puis, merci beaucoup. Wow! Un énorme merci à Maxime Parry. Personnellement, j'ai appris des choses importantes qui vont m'accompagner dans les années à venir. On a malgré tout à peine touché la surface de la propagation par culture tissulaire. Forcément, nous allons en rediscuter bientôt avec Exca. Et voilà, c'était le 112e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.